Chaque matin, dans ce quartier défavorisé de la capitale nordiste, ils sont nombreux à s'inscrire à l'accueil du dispensaire de Médecins Solidarité Lille, Normal. Ici, toutes les consultations sont gratuites. Là, installez-vous. On va vous inscrire en ordre d'arrivée devant la porte. Dans la salle d'attente se croisent quotidiennement une cinquantaine de patients. Jeunes ou retraités, français ou immigrés, sans travail ou demandeurs d'asile, ils n'ont souvent ni carte vitale, ni même la CMU, tous trop pauvres pour payer une consultation. Ici, ils sont soignés, mais en plus, ils sont accompagnés dans leur galère administrative, leur cauchemar. On ne l'a pas trouvé, le passeport. Non, on a dit toujours pas. Je vais demander au docteur, mais le passeport, on l'a... Et dans les carnets de santé de tes enfants? Non, du plomb. Il n'y en a pas. Je vais regarder. Si tu ne me vois pas venir au camp, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Maïta Dubois est infirmière de profession. Elle a fondé l'association il y a 20 ans, quand Médecins sans frontières a quitté Lille. Pas question pour elle de laisser les plus démunis sans soins. Depuis, elle leur apporte son aide, une aide généreuse, mais ferme. Vous avez été hospitalisé pour soigner votre problème. Après? Vous n'êtes pas resté, vous êtes parti. Non. Et en plus, si monsieur, et en plus, ça s'est mal passé à l'hôpital. Donc, le professeur de l'hôpital ne veut plus vous recevoir. C'est docteur, c'est lui parti à l'hôpital. C'est docteur, c'est 100 jours. Mais je suis d'accord, madame, c'est nous qui vous avons envoyé à l'hôpital. C'est mon grave, non? Mais monsieur, il faut rester. Mais vous devez rester. rester. Quand on vous hospitalise, il faut rester. Si vous partez à l'hôpital, ils disaient, bah, il est parti, il est parti. Il n'y a pas, c'est donné papier, lui, il n'y a pas parlé bien. Vous allez voir le docteur ici et on décidera après de ce qu'on fait. D'accord. D'accord? Maïta sait combien la pauvreté génère angoisse et frustration. Ses patients ont les nerfs à vif, alors elle veille au grain. Les gens arrivent, ils sont stressés, ils ont des conditions de vie difficiles, quelquefois ils ont dormi dehors. Effectivement, il y a une tension toujours dans la salle d'attente. Donc après ça, s'il y a un élément déclencheur, ça peut partir... Ça peut mal partir. Donc il faut calmer dès le départ. C'est pour ça qu'il faut être assez autoritaire, tout en écoutant. Ici, on sait écouter ceux qui se sentent injustement maltraités par la vie et l'administration. Chaque jour, les patients peuvent rencontrer un assistant social qui les aide à obtenir une couverture maladie ou à faire reconnaître leurs droits. Plus de 6500 entretiens en 2014 ont eu lieu ici. Bon, vous allez rencontrer l'assistant social et après, vous rencontrerez le médecin. D'accord. D'accord. Isabelle a rendez-vous avec l'assistant social pour faire le point sur sa situation d'adulte handicapé. Monsieur et madame, c'est à votre tour. Excusez-moi. À la suite d'une hernie discale, Isabelle a subi une arthrodèse, une intervention qui consiste à souder plusieurs vertèbres entre elles. Elle ne travaille plus depuis son opération et n'a plus aucun revenu. Je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous. On ne s'est pas rencontrés depuis le 24 mars. Vous aviez une mutuelle. Oui. Et là maintenant, vous êtes où de cette mutuelle? En fait, je dois résilier le contrat parce que quand on paye le loyer, il nous reste 300 € pour vivre à 4. 2 adultes et 2 enfants. Oui, donc effectivement, pour vous, le poids de cette mutuelle est important. Parce que bon, vous avez fait une demande de reconnaissance de personnes handicapées à la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. 0 € par mois. D'accord, oui, vous êtes enregistré, mais il n'y a pas de versement. Voilà, il n'y a pas de versement. Donc, ils vous ont reconnu à quel taux? 79%. 79%. Et là, j'ai eu reconnaissance de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans. D'accord. Alors 79%, pour prétendre à cette fameuse allocation d'adulte handicapé, il faut atteindre le taux de 80%. Donc vous êtes juste en dessous. Voilà. Il existe un dispositif, la CMU, donc couverture maladie universelle, et celle-là elle est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle vient en complément de votre sécurité sociale actuelle pour couvrir l'ensemble de vos frais médicaux. D'accord. D'accord. Donc on va voir ensemble là, justement tous les documents qu'il faut rassembler, parce que c'est pas évident. Oui. Si je vous propose de vous accompagner dans cette démarche. Donc voir comment on peut obtenir cette fameuse couverture maladie universelle. L'intervention de l'assistant social est essentielle pour permettre à ce couple de tenir bon. J'ai 0 € par mois pendant 3 ans là. Maintenant ça commence à vraiment faire très lourd.
parce que je dois gérer aussi pour mes enfants, je dois gérer aussi avec mon conjoint et mes enfants aussi, et le loyer, les factures, ça. C'est vraiment la galère. C'est la galère. Et... Bon, on se débrouille, hein, je suis forte, hein, je me débrouille avec... heureusement qu'il y a le Resto du Cœur, il y a le Secours Populaire et tout ça, donc on se débrouille avec ça, et on a aussi nos parents. Hein, ça met un petit coup dans la fierté quand même, quoi. À 42 ans, se retrouver comme ça, quoi. Faut aller à droite, à gauche, faut aller à gauche, à droite. Bah après on se retrouve dans la marginalité, quoi. T'as des gens qui lâchent, des gens qui en ont marre, quoi. Nous on a des enfants encore, ça va, on tient le coup. On se dit bah il faut tenir le coup parce qu'on a des gosses derrière. Mais quelqu'un qui est tout seul, on lui dit il faut aller là. Après il faut aller là-bas. Monsieur il vous manque ça. Bah le gars après il lâche, il en a marre, quoi. Puis bah déconner. Donc là vous n'avez pas pris de médicaments depuis 3-4 jours alors? Ils sont finis, bah on va voir ça. Allez-y. Ancien métallurgiste, M. Boudab a travaillé pendant 17 ans en France. Il pensait pouvoir profiter de sa retraite avec sa famille restée en Algérie, mais il a découvert avec stupéfaction qu'il ne bénéficie plus de la sécurité sociale. Il a dû revenir pour défendre ses droits. Et le moral? J'ai beaucoup de, comment on appelle, l'angoisse. Ouais. Et j'ai beaucoup... Ça, je trouve que c'est normal. Parce que je suis tout seul. Donc il y a toujours quand même les angoisses. Toujours. Toujours. Ouais. On peut soulever le t-shirt pour que je puisse écouter le cœur? Une situation très stressante pour lui, et en plus de son hypertension, il souffre maintenant de douleurs chroniques. Je vais regarder le ventre. J'ai les mains froides, hein? Non. Vous avez l'habitude. Vous me dites si ça fait mal, hein? Ça va? C'est là où ça fait mal. Est-ce qu'il y a des moments où ça fait pas mal? Quand je marche pas beaucoup, ça va. Ouais. Mais quand je marche 1 kilomètre, 2 kilomètres... C'est plus quand vous faites des efforts, alors? Oui, c'est ça. Donc je vous redonne celui-ci. Donc ça, c'est celui pour la tension. Analgésique, anxiolytique, antidépresseur, traitement de l'hypertension, M. Boudab n'aura rien à débourser. Les médicaments ici sont gratuits, fournis par l'association Pharmacie Humanitaire Internationale. On a fait pas mal de bilans, je l'ai envoyé chez les spécialistes qui n'ont rien trouvé pour expliquer cette douleur. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que du coup la douleur, ça l'aide pas au niveau du moral. Et puis donc quand il n'est pas très bien au niveau du moral, il a plus mal aussi. Donc c'est un peu compliqué pour ce monsieur. Et il a aussi une hypertension qu'on a du mal à équilibrer. Depuis son retour en France, M. Boudab est dans une impasse administrative. Sa caisse d'assurance retraite bloque l'obtention de sa carte vitale. Il ne comprend pas pourquoi. L'assistant social va lui expliquer. Vous êtes dans une situation particulière, vous avez une carte toute spéciale qui s'appelle carte de retraité. Ça vous permet de faire des allers-retours entre la France et l'Algérie, votre pays d'origine, mais vous ne pouvez pas bénéficier de soins en France. Alors que la contradiction, c'est que vous bénéficiez d'une retraite en France. Vous avez travaillé 17 ans en France, donc vous avez une retraite française, entièrement méritée. Vous êtes en règle, vous avez travaillé et vous n'êtes pas couvert. Ça reste une injustice. La loi est prévue comme ça, malheureusement. Il n'y a pas de prise en charge des soins, sauf exception des soins considérés comme vitaux. Vitaux, c'est ça. Donc, à part une modification de la loi, on ne peut rien faire. Et comment je fais maintenant? Malheureusement, mis à part continuer à venir ici pour que nous on puisse vous soigner dans les meilleures conditions possibles, il n'y a pas d'autre solution possible. Oui, d'accord. Une situation insupportable pour lui, qui a combattu pour la France pendant la guerre d'Algérie. J'ai fait en plus mon service militaire en France. Voilà. Ça, c'était en quelle année, en fait 61. Normalement, je serais comme un citoyen, hein, en plus. J'ai fait mon service militaire et j'ai travaillé ici. Et maintenant, la CARSAT. La CARSAT, il me dit non. Hop, c'est parti. Marie-Laure Fries est médecin généraliste à MSN depuis 15 ans. Allez-y, installez-vous. Ce matin, elle reçoit Sandra. Torturée dans son pays, la jeune femme est arrivée en France il y a 3 mois. Aujourd'hui, elle vient refaire une attestation médicale. C'est pas lisible, ils disent. Lisible, oui, lisible.
Illisible, ce certificat attestant de ses blessures n'est pas valable. Or, elle en a absolument besoin pour sa demande d'asile. C'était brûlure occasionnée par des... Par des plaques mécaniques. Plaques médicales, oui. D'accord, ok. En février 14. D'accord. Donc vous venez juste pour que je retraduise, oui, que je fasse ce certificat. Voilà. Et la manière dont j'étais poignardée au niveau de la cuisse, je pense que ça n'a pas été mentionné dedans. Ça n'a pas été mentionné, d'accord. Bah, écoutez, on va recommencer. Donc ça, je vais être obligée de vous réexaminer, parce que là, je peux recopier ce qu'a mis mon collègue. Par contre, je suis obligée, pour ce que je vais rajouter, je suis obligée de vous examiner. Si ça vous ennuie pas? Non, ça ne m'ennuie pas. Sandra découvre sans cesse de nouvelles séquelles sur son corps torturé. Et j'ai des infections tout le temps. D'accord. Répétées. Ok. Sandra a accepté de nous raconter son histoire, mais sa famille est menacée. Elle ne peut pas nous dire d'où elle vient, qui lui a fait ça. Il y avait une association de lutte contre l'excision des enfants. Et j'ai été arrêtée dans mon pays, torturée presque plus de 10 jours. Violée aussi et brûlée. Il y avait 2 femmes que tu sais qu'on nous avait arrêtées, on était 4. Mais les 2, ils n'étaient pas survécus à leurs blessures, ils sont décédés. Des fois, c'est comme si j'ai leur image dans ma tête. Si je dors, c'est comme si je les vois. Et je prends des médicaments pour pouvoir aller en mieux. J'ai resté presque 2 mois avant de demander de l'aide, parce que j'avais peur que si je demande de l'aide, on risque de me ramener. Sandra a fui sans pouvoir emmener ses enfants avec elle. Elle les a confiés à une amie, mais peu après, elle a appris que sa fille avait été excisée. Ils ont volé une partie de mon cœur, parce que j'ai lutté contre quelque chose et maintenant ça tournait sur ma fille, sur mes enfants que je protégeais. Et je me sens vulnérable parce que je ne pouvais plus protéger mes enfants, ils étaient ici. Nous, on n'est que là pour essayer de soulager un petit peu, mais c'est pas toujours facile. Heureusement, on est une équipe, on s'entend bien, donc on en reparle entre nous après. Ça aide un petit peu à ne pas être trop affecté. On l'est quand même, c'est obligatoirement, mais tout en se disant, bon, la souffrance, c'est pas la mienne, c'est eux qui l'ont, la souffrance, c'est pas moi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courage, madame. Allez-y, entrez, monsieur. Au dispensaire, 3 fois par semaine, on peut aussi voir un dentiste pour des soins gratuits. Emmanuelle Polaert, la dentiste du centre, ne voit que des pathologies lourdes, des patients démunis qui n'ont pas pu se faire soigner à temps, trop cher sans mutuelle. Il y a une carie parce que je me rends compte au chaud et au froid. Oui. Je me demande si c'est possible encore de faire des couronnes. Parce que je veux dire, j'en ai tellement peu. Si on pouvait encore en conserver quelques-unes comme ça. Oui, je vous ai dit qu'on allait en conserver le plus possible. Denise a 79 ans. Veuve, retraitée, elle touche une pension de 791 € seulement. Le seuil de pauvreté est à 977 €. C'est plutôt en haut ou en bas? En haut, en haut. C'est en haut que ça se passe. Oui. Ses dents, elle y tient. Elle en a déjà perdu beaucoup et elle avait l'espoir de pouvoir en sauver quelques-unes. Bon, alors, non, c'est pas valable du tout. Non, non, ça c'est une dent qui est toute cassée, toute fragile. Non, c'est pas possible. On se rend pas compte, on le voit pas. Hein, ah non, je vais pas pouvoir les garder. Non. Sans regret, on peut plus rien en faire. Pas de couronne, rien. C'est trop tard. Donc il faut l'enlever. Oui, et puis vous allez avoir mal toujours. Oui. Donc déjà, si vous mangez pas bien et que vous avez en plus mal, ça fait beaucoup. Ouais. On fait? Oui. Bon, allez. J'ai l'impression que je reviens à ma première vocation de soignant. Je me sens vraiment utile et à ma place. Parce que justement, souvent, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils ont vraiment quelque chose, ils ont vraiment mal. J'ai jamais vu autant d'infections dentaires, autant de dents délabrées. Bien souvent, les gens arrivent trop tard, donc il faut extraire. Et c'est vrai que, c'est jamais facultatif. Pour Denise, perdre ses dents n'est pas seulement un problème esthétique. Les quelques dents qui lui restent ne lui permettent même plus de se nourrir correctement. Continuez à respirer comme tout à l'heure, c'était bien. Voilà. Pour compenser la perte de ses dents, Denise a absolument besoin d'un dentier. Ça va? Ça va.
Mais elle n'a pas de mutuelle. Elle n'en a plus les moyens depuis longtemps. Là, j'ai fait bouger. Ça fait mal? Non? Voilà. Elle est venue très facilement. Elle est gentille. Elle n'était pas gentille avec vous, mais elle a été gentille avec moi. Ouais. C'est déjà fini. Eh bien oui, je l'ai. Bah, il ne reste plus grand-chose, hein, c'est la racine. Hein. On ne peut plus rien faire avec ça. Eh bien non, malheureusement. Non. Je ne peux pas me permettre de prendre une mutuelle parce que je suis refusée dans pas mal d'endroits à cause de mon âge. Hein, étant donné que j'approche les 80 ans, on me dit 65 ans, vous avez plus de... Ah bah oui, non, c'est fini. Ou alors ça peut se faire, bah alors à un prix exorbitant, hein, c'est cher. Hein. Arrive à un certain âge, quand on commence à prendre une mutuelle tardivement comme ça, c'est très cher. Hein. Or, je peux pas. C'est la soupe. J'en suis réduite à ça, ou alors des choses très molles, mais il y a beaucoup de choses auxquelles je ne peux plus accéder. Ce qui est injuste, c'est qu'elle ne peut pas bénéficier a priori de la CMU parce que sa pension est un petit peu au-dessus du plafond de la CMU. Donc voilà, je trouve ça assez injuste. Et là, en l'occurrence, effectivement, puisque elle n'a plus beaucoup de dents, on s'est dit avec l'association que ce serait bien de lui financer un appareil dentaire. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Plusieurs fois par semaine, la consultation psychiatrique accueille de nombreux patients en souffrance. Beaucoup de dépression, mais aussi de stress post-traumatique chez ceux qui ont vécu la guerre, la torture ou le viol. Mireille Labrouche est l'une des psychiatres du centre. Nous, on ne vous a pas vu depuis très très longtemps. Oui. Le jour que j'avais rendez-vous avec vous, j'avais trop mal au rein. Le mari d'Aïssa a été tué sous ses yeux. Elle a dû fuir la Guinée avec son petit garçon, laissant derrière elle ses 3 autres enfants. Mireille la suit depuis plusieurs mois pour une dépression. Elle est très perdue et recherche le soutien de son fils, mais il n'a que 5 ans. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avec... Il ne comprend toujours pas et tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment je peux le faire pour qu'il comprenne mes peines, ce qui se passe. Mais est-ce que vous lui expliquez? Oui, je l'explique bien. Et à l'école, la maîtresse, elle dit quoi? Ce matin, on lui faisait des reproches qu'il n'a pas été gentil, il a fait des bêtises. Il a fait quoi? Là, avec ses amis, il était en colère et il ne voulait pas parler à personne. C'est pas une grosse bêtise. Je ne sais pas. Ça vous arrive pas de ne pas vouloir parler? De ne pas vouloir le parler? Oui, ça m'arrive quand je suis angoissée. Voilà. Ça m'arrive. Peut-être que c'est la même chose qu'il vit, non? Il a quand même tout perdu de... Oui, il a perdu son papa. Il a perdu son papa, il a perdu ses racines et ses copains en Afrique. Ses sœurs lui manquent aussi. Ses sœurs lui manquent aussi et sa maman est pas bien. Ça fait beaucoup pour un petit quand même. Oui. Et comment il peut expliquer tout ça à son âge? C'est vrai. Ben c'était... Vous ne croyez pas? Ouais. Quand vous pleurez, comment il réagit? Il devient triste aussi. Il devient triste aussi. Oui. Hein? Et quand vous êtes angoissé, il devient angoissé aussi, sauf que les petits-enfants, quand ils sont angoissés, ou ils font la tête, ou ils s'agitent. Oui. Hein? Parce qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer comment... Il a quel âge maintenant? Il a 5 ans, bientôt il va avoir 6 ans. Hein? Donc c'est un petit pour expliquer tout ça, tout ce qu'il a dans son cœur. Oui. Hein? Mais vous ne le battez plus? Non. Vous n'avez plus envie de le tuer? De temps en temps? Oui. Oui. Hein? Et vous vous sentez coupable de ça? Oui. Oui, non. Il n'y a pas de raison. Vous avez envie que la vie soit plus simple, un peu, c'est tout. Oui. Hein? Voilà. Il pleure d'ailleurs facilement en classe et il se fatigue très facilement. Oui. Donc la maman et le petit fiston, c'est la même chose. Hein? Sauf qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc il faut vous soigner, vous et le petit. Hein? Ça va s'arranger. Alors vous, depuis que vous prenez le traitement, est-ce que maintenant vous arrivez à dormir un peu? Quand j'arrive à dormir, je fais 3-4 heures du temps comme ça, je dors. Et vous pleurez toujours, tous les jours? Oui. Tous les jours, tous les jours. On va augmenter votre traitement. Non, ça c'est pour la pharmacie. Aïssa a eu besoin de plusieurs séances pour pouvoir raconter son histoire.
C'est très difficile d'avoir des récits complets au début de la connaissance. Ça vient par petits bouts. Ça vient avec beaucoup de contradictions parce que la mémoire change et suivant ce qui fait mal à ce moment-là, c'est un détail ou l'autre qui ressurgit. Parce que les faits importants ne sont plus les mêmes, parce qu'on mélange les dates. Cette dame, c'est inutile de lui demander des dates avant, après. Elle hésite même quand vous lui demandez sa date de naissance, elle a un temps d'hésitation parce que rien n'est clair dans sa tête. C'est pas la peine d'insister. Jeanne est congolaise. Excisée dans son enfance, séquestrée et brutalisée à l'adolescence, elle échappe à un mariage forcé grâce à l'aide d'une ONG qui l'a fait sortir du pays. Mireille l'aide depuis plusieurs mois à surmonter un stress post-traumatique. Elle souffre d'hallucinations auditives. Elle entend les voix de ses agresseurs. Ce qu'elle a subi lui revient par flash. Comment ça va? Oui. Ça a l'air de s'améliorer un peu. Vous dormez maintenant? Oui. Oui. Avec les médicaments, vous dormez? Oui. Vous entendez encore des choses qui parlent? Parfois. Parfois, mais pas souvent. Pas souvent. Donc vous arrivez à sortir toute seule. Vous êtes venue toute seule là dans le bus. Oui. Donc vous avez moins peur. Oui. Hein? Là, vous arrivez à dormir combien de temps là maintenant? 6 heures. 6 heures. Oui. Ça vous suffit? Oui. C'est mieux. Hein? Sans les comprimés, je me sentais vraiment mieux. Mais avec les comprimés, ça va. Oui. On ne les change pas. Hein? D'accord? Une fois que les voix auront disparu, on enlèvera le comprimé petit à petit. Hein? Voilà, belle madame. Mireille va suivre Jeanne jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Les patients africains ne sont pas habitués aux antidépresseurs, mais Mireille n'hésite pas. Ils repartent tous avec un traitement qui leur permettra d'affronter leurs angoisses. En général, ils arrivent dans des états dépressifs tels que les doses habituelles ne suffisent pas, qu'ils ont des syndromes de stress post-traumatique où ils revivent tous les jours ce qui leur est arrivé, ils le voient dans leurs rêves, ils le voient dans la rue, ils sentent les gens derrière eux. Donc je mets un antipsychotique. Et on explique que ça va rien changer à leur histoire, que ça va pas enlever les souvenirs, que ça va rester là, ça va juste les aider à tenir le coup. Et on diminue, quand ils commencent à tenir le coup, on diminue et là la parole peut se libérer. Mais au début on peut pas. Ou ils s'effondrent en larmes pendant... on ne sait plus quoi faire. Ou nous-mêmes on ne tient pas le coup parce que les histoires sont tellement horribles que... Des fois on n'en peut plus. Non, c'est tellement... On se dit, oulala, il n'y en a pas un autre derrière. Et je crois que c'est plus important de maintenir un lien où on sait que, bon, même si on dit rien, on est accueilli, que de forcer les gens à parler. Difficile de prendre en charge cette détresse, de devoir soulever tous les jours tant de montagnes. Mais pour les 32 bénévoles de l'association, le don n'est pas à sens unique. Toutes les personnes qui viennent ici en bénévolat ont le même fond humain, attentif et soignant. Je vais prendre sa température. Ils sont tous surpris au départ par tous ces chemins de vie hyper compliqués, hyper durs que l'on rencontre ici. Et on prend tous une leçon de vie. Tous une leçon de vie. Ça va aller? Impec. C'est devenu ma vie, quoi. J'y passe mon temps et j'y pense tout le temps. Vous êtes italienne? Vous? Oui? C'est un besoin de venir ici. Il ne faut pas que ça s'arrête. Je peux pas laisser tomber parce qu'il faut tenir l'association et il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que de toute façon ça continue. Donc c'est mon rôle. Maintenant, je fais encore des vacations d'infirmière, mais mon rôle, c'est que l'association vive. Mon rôle, c'est de trouver l'argent pour financer les frais. Mon rôle, c'est de trouver des bénévoles, de faire vivre l'association. C'est ça mon rôle, en fait. Il faut que ça marche, quoi. Voilà. Et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Sauf si le problème est résolu par l'État français et que tout le monde a accès aux soins et que plus personne n'a besoin de nous.